Bonjour à tous, on va voir ici un cours sur les différents moyens de transport utilisés par les Français dans le cadre donc, du cours sur les mobilités en France et sur les différents justement déplacements des Français. On verra donc que globalement les Français se déplacent de plus en plus sur des surfaces aussi de plus en plus importantes. Donc les mobilités des Français ont eu tendance à fortement, très fortement même, augmenter ces dernières années. Alors d'abord, en ce qui concerne les moyens de transport, ils sont évidemment très nombreux et très variés. Alors, on va pas forcément refaire toute la liste, mais il y a tous les moyens de transport liés à la route, la voiture, le bus, les cars, les camions. Vous avez tout ce qui est lié aussi, il faut pas l'oublier, aux voies fluviales ou à la mer, tous les bateaux, etc. Vous avez tout ce qui est lié à l'air, les avions et compagnie. Donc vous avez effectivement des modes de transport de plus en plus variés, en tout cas sur les grandes distances. Après, se rajoute le vélo, les trottinettes et compagnie. Donc les moyens de transport sont extrêmement importants. Mais sur le fond, quand même, il faut bien reconnaître qu'en France, comme dans la plupart des pays encore, en tout cas sur les transports intérieurs et sur les distances les plus importantes, ça reste la voiture qui domine quand même très très largement. On voit ici à près de 80% dans les transports réguliers des Français, la voiture ne recule pas vraiment, en tout cas pas assez. On voit qu'elle est encore ultra dominante sur ce document. Donc là, justement, si on regarde plus en détail ce document, donc qui date de 2017, qui est donc un document statistique, et qui montre en pourcentage les transports intérieurs de voyageurs, il ne faut pas s'étonner qu'on ne voit pas justement les camions de marchandises, parce que justement, ça concerne ici bien les voyageurs pour donc des distances, tous les types de déplacements, que ce soit domicile-travail, pour les vacances, pour la famille, ou pour le travail, mais sur des plus longues distances. Donc là, on voit bien effectivement que c'est la voiture qui domine encore très largement. Après, on a le train qui représente à peu près 10%, les autobus, les cars un peu moins, et l'avion encore assez peu, donc en gros 20% pour le reste qui sont des transports collectifs, mais la voiture individuelle reste quand même effectivement, et c'est en bonne partie ce qui pose problème en termes de pollution et aussi, faut pas l'oublier, l'embouteillage, la voiture individuelle reste encore surutilisée en France. Alors, on y reviendra un peu plus en détail la prochaine fois quand on parlera des mobilités dans les villes. Mais c'est vrai que si on regarde globalement pour les projets quotidiens du domicile vers le travail, qui sont ce qu'on appelle aussi les projets de navette, où on fait l'aller-retour tous les jours, la voiture domine toujours, mais un petit peu moins puisqu'on n'est plus à 80%, on est aux alentours de 63% à peu près. Mais par contre, on a des moyens alternatifs, ces petits trajets qui sont de plus en plus nombreux, vélo, trottinette, tramway, métro, bus, etc. Alors tout ce qui est deux roues, vous voyez que ça représente 4%, mais là-dedans on compte à la fois les scooters, les motos, les vélos, etc. À pied presque 10%, il y a 4% des gens qui se déplacent pas au quotidien, donc qui sont ou en télétravail ou à la retraite, qui n'ont pas besoin de se déplacer régulièrement. Assez peu de covoiturage, mais bon, du coup ça veut dire aussi que la voiture, ça c'est que la voiture individuelle. Si on rajoute le covoiturage, on est à 65%. Et près de 20% de transport en commun. Donc vous voyez que c'est un peu moins déséquilibré, on va dire, que sur les transports en général sur toute la France. Là, c'est pour les déplacements au quotidien, on va dire, où la voiture a un peu moins de poids, mais reste quand même là encore ultra dominante. Après, on verra que dans certaines grandes villes, son poids a eu quand même tendance à diminuer assez nettement. Alors on va voir donc dans ce cours les différents types de déplacements en France. Donc pour ce qui est des déplacements quotidiens pour le travail, les études ou les loisirs, on le verra en deuxième partie quand justement on verra les transports au sein des villes. Là on va effectivement s'intéresser essentiellement aux déplacements à l'intérieur de la France d'une région à une autre. Il y en a deux types, il y a d'abord les déplacements saisonniers pour les vacances et puis après les migrations qui sont des mouvements évidemment sur le plus long terme. Alors on démarre tout de suite par les déplacements liés aux vacances. Alors deux documents ici que je vous laisse découvrir. Tout d'abord une carte qui compte le nombre de nuits donc dans les espaces touristiques, c'est-à-dire sur la fréquentation des hôtels. Et d'autre part, qui sont les clients de ces hôtels en nombre de nuitées, là encore, sur la période 2016-2017. Alors, première question, peut-on dire que toutes les régions de France sont touristiques? Donc là, on regarde ici, évidemment,
la carte de France. Et on s'aperçoit, on peut donc répondre que oui, évidemment, pas à un même niveau, mais il y a toutes les régions de France ont plusieurs millions de nuits de touristes par an, hein. Le plus petit, mais en même temps c'est une zone très touristique, mais plus petite, c'est la Corse avec 3,3 millions. Mais vous voyez que même la région ici, Centre Val-de-Loire, qui est relativement peu touristique, c'est quand même 6 millions de nuitées. Alors évidemment, c'est 10 fois moins que l'Île-de-France, mais ça reste pas ridicule et c'est assez proche des Pays de la Loire ou de la Bretagne, hein, qui sont des régions beaucoup plus touristiques. Donc, pour répondre à la question, peut-on dire que toutes les régions de France sont touristiques? Oui, hein, on peut dire qu'il y a des touristes partout en France, hein, même dans les Hauts-de-France, même dans des zones qui a priori nous paraissent assez peu touristiques, il y a des touristes, et pas en nombre ridicule, hein, ça se compte quand même en plusieurs millions de nuits par an, donc ça représente quand même quelque chose d'assez important. Donc toutes les régions sont touristiques, mais évidemment certaines le sont plus que d'autres, ça n'est pas une surprise. Alors si on regarde maintenant les régions les plus touristiques, ben, on trouve évidemment l'Île-de-France, on va y revenir, hein. Numéro 1, ça n'est pas une surprise, avec près de 70 millions, 68 millions exactement de nuitées. Et puis après, en gros, hein, les régions du sud, hein, qui restent les plus dynamiques, et surtout celles qui sont évidemment en bord de mer, mais pas simplement, parce qu'on a aussi la région Rhône-Alpes ici, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très touristique, hein, qui est même la deuxième région la plus touristique de France. Alors si on regarde effectivement les 4 grandes régions du sud, donc Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, donc notre région, et la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a effectivement là ici pas loin de 80 millions, hein, si je compte bien effectivement, là 23 plus 16 ça fait 40, et 22 plus 16 là aussi on est à peu près pas tout à fait à 40, donc on est à près de 80 millions, c'est-à-dire que ces 4 régions réunies pèsent un peu plus que la région Île-de-France, mais qui pèsent donc aussi énormément, hein, avec près de 68%, 68 millions. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bah que quand même le sud de la France, effectivement, plus l'Île-de-France, restent les zones les plus touristiques, en tout cas en termes de fréquentation hôtelière, hein, parce qu'attention, la Bretagne est aussi extrêmement touristique, mais il y a beaucoup de gens qui ont une maison, on ne compte pas non plus être dans les campings, tous les gens qui ont une maison secondaire, on ne compte ici que la fréquentation hôtelière. Donc ça c'est très important aussi quand vous avez une analyse de documents à faire, de bien prendre en compte quand même quel est l'élément présenté. C'est un indicateur intéressant, mais ça n'est pas le seul indicateur évidemment de dynamisme touristique. Quant à la région Auvergne-Rhône-Alpes, pourquoi est-elle si forte? Il y a Lyon évidemment, hein, qui est quand même la deuxième ville de France, donc une zone sur laquelle il y a beaucoup de tourisme et beaucoup de tourisme d'affaires. Vous avez aussi la Clermont-Ferrand, toute l'Auvergne, Vulcania, là, toutes les zones autour des volcans qui est importante. Et évidemment Grenoble et toutes les Alpes, où là on a effectivement tout le tourisme autour du ski qui est aussi extrêmement important. PACA c'est toute la Côte d'Azur plus les Alpes du Sud, donc c'est extrêmement important. L'Occitanie, on a toute la côte languedocienne ici, plus la région de Toulouse. Et puis la Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi effectivement extrêmement touristique. En ce qui concerne après la fréquentation hôtelière, on voit quand même que les Français restent les premiers clients des hôtels en France, hein, même si on parle beaucoup des touristes étrangers, qu'on est très inquiet cette année à cause de, évidemment, la baisse touristique à l'international qui va être extrêmement forte. On va pouvoir effectivement compenser en partie ça, puisque des millions de Français qui devaient partir à l'étranger vont rester en France. Et c'était déjà 134 millions de nuitées, hein, dans les hôtels, ça risque d'être beaucoup plus encore cette année. Et ça compensera sans doute pas la perte vers les Britanniques, les Américains, les Allemands qui ne seront pas là cette année. Mais c'est quand même effectivement quand même un élément important à prendre en compte, hein. Les hôtels sont plus de la moitié, donc des nuitées, sont empruntés par les Français, parce que là j'ai pas fait le compte, mais si on fait 10 plus 8 plus 6, etc., on doit être autour de 40, 50 millions, pas plus, hein. Donc les Français restent assez nettement quand même les premiers clients des hôtels en France. Alors, autre document intéressant, hein, qui nous montre effectivement là le poids des mobilités en France et des déplacements, parce que je vous rappelle que c'est quand même le sujet majeur. Les Français qui se déplacent donc d'une région à une autre pendant les vacances. Regardez là ici, effectivement, c'est particulièrement spectaculaire. Donc la question, en quoi ces communes touristiques de la côte languedocienne vivent-elles un changement majeur en été? Donc on est sur la côte du Languedoc ici, et on voit donc par exemple Argelès-sur-Mer qui passe de 10 000 habitants en hiver, ce qui en fait vraiment une petite commune, hein, à près de 150 000 en été.
C'est-à-dire que la population est multipliée par 15 en l'espace de 2 mois. Donc c'est une transformation majeure évidemment de l'organisation de toute la cité. Il y a vraiment deux villes, une ville d'hiver et une ville d'été qui n'ont absolument rien à voir. Donc en termes d'accueil, vous imaginez ce que ça représente, ils doivent accueillir 140 000 personnes en plus durant les mois de juillet et août, même juin et septembre souvent, où il y a encore beaucoup de monde. Barcarès, c'est pareil, c'est même plus. On passe de 6 000 à 100 000, c'est-à-dire que là, la population, non, c'est à peu près pareil, la population est multipliée aussi à peu près par 15 sur la période, ce qui est effectivement phénoménal. Bon, voilà, et d'ailleurs ici la croissance, plus 1400%, ça fait x14, ici effectivement ça fait x15. C'est un peu moins pour Canet, mais ça reste spectaculaire, et également pour Saint-Cyprien. Donc on peut effectivement dire que ces communes vivent un changement absolument considérable sur ces zones-là, c'est-à-dire qu'ils passent de quelques milliers d'habitants à plusieurs dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers d'habitants en quelques jours. En conclusion de cette partie touristique, la France est un grand pays touristique qui attire à la fois les touristes venus de l'étranger, près de 80 millions, et des touristes français, ce qui entraîne des mobilités majeures durant toute la période des vacances, et pas simplement, n'oubliez pas, des vacances d'été, mais aussi de toutes les vacances de la Toussaint, de Noël, de février et des vacances de printemps. Sachant qu'en plus ces vacances sont décalées dans le temps selon les zones en France, plus décalées par rapport à l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, finalement il y a presque tout le temps des touristes sur le territoire français, notamment à Paris, ce qui explique le succès touristique de la France. Alors, dernier document de ce cours, les déplacements entre les régions, donc interrégionaux, à plus long terme, c'est-à-dire souvent sur des déménagements, donc sur plusieurs années. Donc, il s'explique de plusieurs façons. D'abord, le plus souvent, c'est pour un changement d'emploi. Ça peut être aussi pour des études supérieures, quand on quitte le lycée vers l'université, ou pour la retraite. Ou parfois aussi pour des changements familiaux, de type divorce ou décès. Alors, quelles sont les régions les plus attractives et les moins attractives? Comment l'expliquer? En termes d'emploi, de métropole, de qualité de vie, on va y revenir. Les régions les plus attractives, on les voit en rouge. C'est un grand arc ouest et sud de la France, qui est vraiment très attractive avec toutes ces villes de Rennes, de Nantes, de La Rochelle, de Bordeaux, de Toulouse, de Montpellier. On a ici jusqu'à Marseille, un peu moins sur Nice. On a ici effectivement des zones extrêmement attractives. Donc ça, on pourrait dire, c'est pour la France attractive, pour la France qui gagne des habitants sur la période donc 2010-2015. Alors je passe un peu plus vite parce qu'on avait déjà vu ce type de document en début d'année. Et les régions les moins attractives, c'est le nord et l'est de la France. La région parisienne aussi, qui perd quand même des habitants ces dernières années, qui partent justement vers l'ouest ou le sud. Alors comment expliquer justement ces changements? Il y a de plus en plus d'emplois et d'emplois attractifs qui s'ouvrent sur ces zones littorales et dans toutes ces zones effectivement plus dynamiques. Les métropoles aussi, les plus dynamiques, on les trouve aussi là. Donc on l'a dit, on a Rennes, on a Nantes, on a Bordeaux, on a Toulouse ici, on a Montpellier ici, etc. Donc toutes ces villes-là sont des métropoles aussi dynamiques. Évidemment, il y a la question aussi de la qualité de vie, notamment pour les retraités, mais aussi pour certains, pour les emplois. Oui, pour les métropoles, pardon. C'est aussi très important pour les universités. C'est-à-dire que les universités les plus dynamiques, en dehors de Lyon, évidemment de Paris, on les trouve de plus en plus dans ces zones-là, autour de Montpellier, de Toulouse, de Bordeaux, de Marseille, de Nantes, où on a aussi de très grands pôles universitaires, donc très attractifs pour des populations qui viennent autour, qui vivent autour, mais qui n'ont pas de grandes universités. Même chose pour la qualité des hôpitaux, etc. Les gens vont plus vers ces grandes métropoles. Enfin, la qualité de vie, c'est toujours la même chose. C'est la mer et le soleil. Donc là, effectivement, on a effectivement cet arc-là de développement extrêmement important. Voilà, donc on trouve exactement les mêmes éléments ici que ce qu'on a vu sur le croquis dans un schéma qui reprend tout ça de façon évidemment plus schématique, plus simple. En conclusion de tout ça, donc on peut dire que les Français se déplacent de plus en plus et de plus en plus loin sur le territoire français, effectivement, que ce soit pour leurs vacances ou pour de changer de travail, changer de région, etc. Et pour leurs déplacements saisonniers, donc plus durables, et pour les déplacements quotidiens, donc à tous les niveaux, les Français se déplacent plus souvent, sont plus mobiles et vont donc plus loin.